Tardé. On commence avec un léger retard pour des raisons techniques cette journée mammifie. Merci à tout le monde d'être là. Bon, sans tarder, on va dire que on l'a organisé effectivement avec l'aide très précieuse de Quentin Poulis de Mathias. Et qu'elle devait reprendre, en fait c'est une journée qui reprend, développe et espérons projette vers le développement ultérieur des travaux qu'on a déjà essayé de des questions qu'on a déjà essayé de creuser à Mammifie. Il y a eu une série de séances les années précédentes consacrées aux mathématiques romantiques, donc à la forme spécifique des pensées mathématiques que la constellation, qu'on va dire en gros, du romantisme ou de l'idéalisme allemand entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe. Cette constellation a élaborée à propos des mathématiques, qui n'est pas simplement un usage des mathématiques, mais aussi un statut des mathématiques. Et ce qui nous amène en retour à entamer une réflexion commune sur ce que les mathématiques peuvent être, ce que les mathématiques doivent être pour saisir, pour penser des objets, des procédures, des pratiques qui semblent, en première vue, dans leur historicité, disons, du point de vue des paradigmes dominants de l'historicité des mathématiques, qui semblent échapper à la forme des rigueurs dont les mathématiques sont des rigueurs théoriques dont les mathématiques constituent les paradigmes et les modèles depuis l'Antiquité grecque. Voilà. Donc, la question serait, est-ce qu'il y a des mathématiques romantiques, entre guillemets, qui donc font autre chose, qui peuvent être autre chose que les mathématiques classiques, finalement. Donc, aujourd'hui, on propose, à travers les travaux de Giuseppe Longo et Alessandro Sarti, qui viennent nous parler de leur recherche et des enjeux de leur recherche, des enjeux philosophiques de leur recherche, on essaie d'actualiser cette problématique et voir les perspectives on pourrait dire, du romantisme ou de la dialectique en mathématiques aujourd'hui. Bon, je ne sais pas si Mathias veut ajouter quelque chose rapidement avant de donner la parole à nos invités. Je vais être très très court. Si tu l'as rappelé, il y a un intérêt commun avec Andrea qu'on a commencé à construire dans Mammifie autour de l'usage des mathématiques et de leur statut. Pour ma part, en fait, le travail n'était pas initialement fait sur le vivant, mais plutôt sur les pratiques d'invention collective et d'innovation et de création collective. Et dans Mammifie, il se trouve que j'ai travaillé à partir des travaux d'André Ressman, que j'ai eu l'occasion de présenter plusieurs fois, qu'André a présenté aussi dans Mammifie, et qui justement m'ont interrogé progressivement, puisque les systèmes évolutifs à mémoire d'André Ressman avaient été utilisés dans le vivant, m'ont interrogé sur le statut et les rapports qu'avaient mes propres problématiques dans la question de la création, du statut des mathématiques là-dedans pour moi, dans ces travaux-là, et est-ce que c'était pas un objet analogue, mais il fallait construire cette analogie-là, du point de vue des problèmes que ça posait, avec les questions qui avaient été soulevées dans le rapport des mathématiques au vivant, au sens du vivant. Et donc c'est à ce titre-là qu'on a commencé à échanger avec Andrea. Et le 9 décembre, on avait donc, dans cette année-là, on a fait une journée sur design, création et sciences, qui essayait de poser déjà ce premier problème-là, le rapport de la formalisation des mathématiques, de la forme du théorique dans les mathématiques, et de la question de l'expérience de création. Et donc on poursuit un peu voilà, ce niveau-là. Donc dans l'après-midi, on aura peut-être l'occasion de revenir là-dessus, mais là on va vous laisser évidemment présenter vos propres travaux. Mais il y a bien cette idée d'essayer d'appeler à des développements ultérieurs et le rapport au romantisme qui moi m'intéresse du point de vue du fragment, le rôle que joue le fragment. On reviendra là-dessus après. On mettra en scène un bien petit dialogue, un petit échange. Enfin, ce sera ça le contenu de l'après-midi. Donc, et voilà, mais donc, avant cela, les choses vraiment sérieuses et intéressantes, à savoir les interventions de Giuseppe Longo et Alessandro Sarti, que j'invite avec beaucoup de plaisir. En tout cas, avec Giuseppe, on a déjà fait plusieurs choses ensemble.
Merci beaucoup. Et donc on renoue les fils. En plus de développer la problématique qui nous intéresse. Ok, merci beaucoup à ton invitation. On essaiera de discuter cet après-midi, j'espère aussi un peu ce matin. Voyons si ça bouge. Ok, est-ce qu'on voit? Pour moi, c'est mieux. Voilà. Personnellement, mon parcours était justement une inquiétude à l'intérieur d'un discours de fondement de mathématiques, dans son rapport à l'informatique en particulier, concernant ce qui a été construit au cours du XXe siècle. On a un peu forcé, encadré les discours du fondement de mathématiques comme un annexe de la philosophie du langage, ce qui a donné des résultats formidables, en particulier par la formalisation. On a inventé des machines logico-formelles absolument extraordinaires qui sont en train de changer le monde, mais ça a coincé la pensée dans un cadre très limité et tout à fait étranger à la confrontation aux sciences de la nature. Et c'est pour ça, pour moi, le but était, dès le début, je dois dire, trouver un sens aux problèmes de formalisation, y compris ceux qui ont permis de construire l'informatique, les langages formels, les langages de programmation qui ne sont qu'un cas particulier de langage logico-formel. Et c'est là, dans une restructuration d'une épistémologie des structures mathématiques, ce qui c'est un objet, l'invention de l'objet, des catégories, des invariants, des transformations, dans une tentative d'unité avec les fondements de la physique et de la biologie, et même des différences, un jeu de dualité, de ponts locaux, si possible. Et c'est pour ça, une des sources, une des références les plus importantes pour moi dans cette façon de penser a été toujours Hermann Weyl, depuis Das Continuum, qui est un livre de 1918, jusqu'aux Symétries, qui est un livre de 1953. Et entre les deux, un très grand livre de philosophie des mathématiques qui a été écrit en 27 en allemand et réécrit en anglais en 49. En fait, Francis Bailly, un physicien qui est décédé il y a 10 ans malheureusement, et moi, nous avons pris ce titre pour le nôtre, disons, qui n'apparaît pas, j'ai sauté une page évidemment, c'est-à-dire mathématiques et philosophie, et mathématiques et sciences de la nature, la singularité physique du vivant. Et le travail avec Francis Bailly, qui n'apparaît pas qu'on voit, il y a eu un problème sur un transparent, et deux autres remarquables physiciens, Thierry Paul et Murat Schuster, a été au moins pendant 10 ans, pour moi, une expérience très importante d'un rapport entre mathématiques et physique. Hermann Weyl, évidemment, parle de cela dans ce livre. Il y a quelques pages sur la biologie, très peu, tout à fait raisonnables, mais aucune percée. L'enjeu pour lui, évidemment, les sciences de la nature, c'est la physique. Pour moi, après, je passerai à la biologie, qui depuis une dizaine d'années est aussi au cœur de mes préoccupations. Et le thème principal qui va m'aider à faire ces allers-retours entre mathématiques, physique et biologie est la notion de principe de construction conceptuelle, que je ne saurais pas tout à fait définir, mais qui se départage des principes de preuve. Vous voyez, l'encadrement des fondements des mathématiques dans la logique mathématique a mis en évidence le rôle du principe de preuve, ce qui était très important depuis Frege, mais a tout à fait écarté ces démarches qui proposent les structures, corrèlent les structures mathématiques, et que j'ai voulu appeler principe de construction, par rapport au principe de preuve. Et ça apparaît dès le début dans le livre avec Francis Bailly, qui est de 2006, et au cœur de cela sont les symétries. Les symétries ont un rôle particulier, puisque les symétries sont des transformations, évidemment, et des transformations mathématiques sur des espaces, mais aussi elles-mêmes, elles sont des invariants. Elles ont un double rôle qui leur donne un rôle particulier dans les fondements de mathématiques, en particulier la structure des groupes est centrale et passera directement au fondement de la triple catégorie. Et là, ça me permettra de faire une différence entre généricité et spécificité en physique et mathématiques d'une part et en biologie de l'autre. Ces notions seront, je vais le faire, spécifiées entièrement par les notions de symétrie.
Et le problème, c'est de savoir encadrer ou passer au-delà, ou bien encadrer la notion de causalité. Hein, comme nous le disons dans le livre, les grands passages qui se fait avec la relativité, qui va avoir un rôle dans toute la physique, en particulier la physique mathématique, c'est dans un sens de pouvoir se passer des causes. La notion de cause est remplacée par la notion d'interaction. Et les interactions elles-mêmes constituent un tissu de l'univers et de ses manifestations, sa géométrie. Quand on modifie ces tissus, il y a des causes qui apparaissent dans les interactions et qui sont modifiées. Et changer les interactions modifie les tissus. Donc ce jeu entre tissus de l'espace-temps, disons, et structure causale est au cœur de l'encadrement que l'on doit surtout à la relativité qui est passée partout. La question évidemment en biologie se pose si on peut se passer de la notion de cause. Et je vais soulever le problème. Tout d'abord, une prémisse que je vais reprendre tout à la fin. Je crois que nous avons vécu une période pendant laquelle le transfert tel quel des modèles mathématiques construits autour de la physique vers la biologie était dangereux. Ceci est une remarque de Guelph, un très grand mathématicien du XXe siècle, qui, à un certain moment, pendant presque 10 ans, s'est dédié à la biologie, principalement biologie moléculaire, qui constate, à la fin de ce travail, que c'est plutôt dangereux d'utiliser les modèles mathématiques, puisque normalement, ça implique une priorité du mathématique ou du computationnel sur les systèmes biologiques. Et dans beaucoup de cas, ces modèles sont considérés des substituts des phénomènes naturels et deviennent l'objet d'études qui s'auto-reproduisent. C'est même une autocritique pour ce transfert qui est lui aussi pratiqué de facto. Donc pour moi, dans l'approche de la part des mathématiques, du biologique, il faut d'abord expliciter le cas théorique. Hein. Le cas théorique est si possible avec des contenus mathématiques, mais elles doivent suivre. Hein. C'est toujours passé en physique. Hein. Parfois, il y a eu des contaminations, des ponts directs, mais si on regarde bien l'histoire, même ces contaminations avaient toujours un sens de corrélation à la physique. On nous rappelle tout le temps, tout d'un coup, les nombres complexes Cardano, Bombelli ont été utilisés pour l'équation Schrödinger, mais attention, entre les deux, il y a une interprétation sur le plan cartésien de Argand-Gauss, hein, et qui change tout. C'est-à-dire, c'est une unification avec une problématique née dans l'encadrement de la physique, quand on interprète les nombres complexes sur le plan. Après, on voit qu'avec ça, on peut très bien écrire des équations d'onde, donc l'équation Schrödinger. C'est pas un miracle de transfert, c'est l'unité qu'on trouve dans un rapport constitutif d'une nouvelle théorie, les complexes sur le plan, qui permet ce passage. De même, les géométries riemanniennes étaient inventées avec des motivations physiques. Donc c'est pour ça que ça va passer à la relativité, puisque Riemann voulait comprendre la gravitation en termes de déformation de l'espace. Donc il y a l'explicitation d'un cas théorique doit précéder pour moi la mathématisation, et c'est ça le vrai défi. Évidemment, la difficulté, tout d'abord, c'est de sortir de cette hégémonie de la biologie moléculaire qui, depuis 50 ans, a profondément affecté la biologie. En rendant même l'évolution une caricature avec une nouvelle synthèse de ce qui était l'évolution darwinienne. Heureusement, en théorie de l'évolution, il y a eu toute une filière qui a très bien survécu et qui est un grand prisme maintenant, qui s'est opposée au tout génétique, au tout ADN dans l'évolution. Mais malheureusement, personnellement, je collabore pour construire un cas théorique des organismes avec des biologistes du cancer, et là c'est un domaine typique où ces champs de remarques sont tout à fait en vigueur, hein, c'est-à-dire le fait qu'il y a un mécanisme, au fond, centré sur les molécules, en partant de cette algèbre booléenne, l'ordinateur qui serait la cellule, ou en particulier la spécificité du biologique serait dans le fait qu'il y a une correspondance exacte chimique et spatiale entre molécules qui se transmet comme une algèbre booléenne, pas par pas, dans la cellule et l'organisme, et détermine totalement les phénotypes, y compris les cancers. Et ça, c'est totalement faux, parce que depuis longtemps, en physique-chimie, on savait que les interactions macromoléculaires sont stochastiques, se donnent une probabilité, et ces probabilités dépendent du contexte. Ceci avait été remarqué il y a 30 ans, mais nié et écarté
et les personnes concernées massacrées du point de vue académique. Il y a eu une reprise depuis 2000 de l'attention au contexte physico-chimique, au contexte cellulaire du tissu, dans la détermination même des cascades moléculaires. C'est-à-dire toute cascade moléculaire importante dépend d'une façon essentielle du contexte et des probabilités que certains phénomènes aient lieu. Et la spécificité biologique est plutôt due à la cellule. Ça commence par la cellule, son histoire, la contingence de son contexte, de son micro-environnement et l'organisme. Dans ce cas-là, il faudrait penser l'aléatoire. Évidemment, dans cette traduction de la machine, de l'ordinateur computationnel, j'insiste, ça ce sont les grands théoriciens qui ont encadré avec courage, lucidité intellectuelle, ces idées, qui sont encore là, encore maintenant, tout récent livre sur la biologie de synthèse, voire sur le néodarwinisme, insiste exactement sur ces lignes, l'évolution du bruit, et c'est un programme qui fonctionne mal, et c'est un enjeu crucial. Comment on regarde l'aléatoire? C'est pour ça que ma première partie sera concernée avec l'aléatoire. Et de là encore, il y a aussi des variantes sur ce thème. Il y a tout un domaine, noise biology, qui vient de la physique statistique. Heureusement, j'ai rencontré une jeune physicienne statisticienne qui, travaillant là-dedans, n'était pas du tout d'accord. Donc, on a écrit un article critique bien motivé par son propre travail. Elle est sortie, heureusement, d'une thèse très bien. Mais c'est un regard profondément erroné sur les vivants. Je vais vous expliquer pourquoi. Encore une fois, l'aléatoire est essentiel. Dans ce cadre, il y a l'histoire des moyennés. En physique statistique, on travaille avec des nombres, des dimensions, des nombres d'Avogadro, c'est-à-dire 10 à la 23. Et on utilise des limites centrales, et c'est tout à fait raisonnable. Il y a ces nombres immenses. Ce qui compte, c'est la moyenne, comme la stabilité de cette table, malgré les spin-up, spin-down aléatoires des électrons qui sont là-dedans, est due à l'effet des moyennes qui sont essentielles à l'analyse physique statistique. Rien à voir avec les vivants, à partir de la question des nombres qui sont concernés. Il faut surtout se départager de cette histoire de l'aléatoire comme bruit, puisque l'aléatoire est une composante essentielle de la variabilité, de la diversité, de l'adaptation du vivant, et donc est une composante essentielle de la stabilité structurelle. Mais ceci sur des petits nombres, même quelques milliers. Je vais vous donner des exemples. L'adaptivité aussi, c'est le grand enjeu que je vais essayer de discuter. Quelques exemples simples de la fonctionnalité de l'aléatoire. En classique, mais c'est l'histoire que les homatides, il y a seulement 800, sont éparpillés au hasard sur l'œil de la drosophile, et que cela contribue de façon essentielle à la vision de la drosophile. Je n'entre pas dans les détails, puisque ça c'est un aléatoire plutôt élémentaire. Il y a des formes bien plus importantes. Prenez par exemple le foie. On l'a considéré longtemps comme fonctionnant en moyenne. Il faut qu'en moyenne produise les bons enzymes. Heureusement, grâce au décodage de l'ADN, maintenant on sait qu'environ 50% des cellules du foie ont un nombre erroné, voire même plus de chromosomes, et énormément de mutations, et ça c'est fonctionnel. Pourquoi? Puisque ça donne une variété de production enzymatique fonctionnelle au choc toxique que nous recevons tout le temps. Et c'est des petits nombres par rapport à la physique, c'est 500 millions de cellules environ, mais ce 50% est essentiel à sa fonctionnalité dans sa diversité aléatoire. Cet aspect, en plus, est très intéressant puisque la polyploïdie était considérée a hallmark of cancer. Et c'est pas vrai du tout. Maintenant, on a compris que ça se trouve partout. 30% par exemple aussi des cellules de la peau d'un adulte normal ont tout ce qui était considéré jusqu'à 2000 hallmark of cancer et se porte très bien. Mais même dans d'autres cas, en sortant du niveau moléculaire, si vous prenez les poumons d'un grand mammifère, la fonctionnalité du poumon est corrélée à la diversité de la structure fractale. La structure fractale, donc ici on est à un niveau, en échelle plus grande, est diverse et variée, et ceci est adaptatif. Le poumon fonctionne mieux, ou
pire, moins bien, selon un contexte atmosphérique, et il tient bon, puisque justement on est à l'intérieur d'un organisme, il y a de la diversité, et les organismes sont divers entre eux. Évidemment, il y a les systèmes immunitaires où ceci est au maximum. Hein. Son rôle est la production permanente de diversité. Et voilà, je cite Véronique Thomas-Vazelin, qui en plus est là. Mais il y a d'autres formes où la plasticité entre en jeu. Par exemple, il y a des très belles expériences de Bizzarri sur des eucaryotes en microgravitation, c'est-à-dire dans les satellites, la reproduction de levure de bière, et ces cellules font n'importe quoi avec les cytosquelettes, c'est-à-dire, a priori, quand elles se reproduisent, le cytosquelette prend une énorme variété de formes. Il n'y a pas la canalisation due à la gravitation. La gravitation canalise lors de la reproduction cellulaire, la constitution du cytosquelette. En plus, elle a aussi évidemment un rôle de sélection. Quand c'est trop abnormal, la cellule n'est pas viable. Mais avant la sélection, il y a la canalisation par la gravitation. Mais sans gravitation, le développement s'est fait avec un aléatoire intrinsèque explorateur, comme toujours chez le vivant. Pour ne pas dire la plasticité évidemment de l'organe le plus basique qu'on ait, qui est le cerveau. Mais ça, ce sera peut-être Alessandro à en parler. Donc, il faut intégrer l'aléatoire dans la théorie, qui n'est pas du bruit, il est fonctionnel. Et là, la différence doit être faite. Peut-être les musiciens pourront nous aider à faire la différence entre aléatoire et bruit. Et c'est pas seulement une question de jugement, c'est de les considérer à l'intérieur de la théorie, comme fait la mécanique quantique. Typiquement, il ne faut pas confondre dans une mesure quantique, par exemple dans spin-up, spin-down, l'aléatoire intrinsèque de cette mesure, qui donne par l'équation de Schrödinger des valeurs de probabilité, à l'éventuel bruit qu'il peut y avoir. L'instrument de mesure peut y avoir un camion qui passe dans la rue, mais les physiciens font une grande différence entre l'aléatoire de la mesure intrinsèque et les bruits qu'il peut y avoir dans la construction de l'instrument de mesure. Les deux choses sont très différentes. Et ceci est ce qu'il faut garder dans la tête, je crois, et peut-être les musiciens pourront nous aider à faire la différence entre un aléatoire et un bruit. Mais évidemment, dans ce cadre, pour moi, une trajectoire phylogénétique est impossible, hein, et il produit la spécificité de chaque objet, et je vais y revenir, et parcouru et scandé par les événements rares, ce qui est tout à fait différent de ce qui se passe normalement dans les traitements physiques statistiques. Il y a une très belle discipline, je vais en parler, l'analyse des large fluctuations en physique qui est plus proche, mais avec des différences importantes par rapport au rôle du rare en biologie. Une chose doit être claire, que cet aléatoire en physique comme en biologie n'est pas intrinsèque au monde. Hein. En quantum, si vous posez à un dé la question où est-ce que tu vas aller, le dé va répondre je vais suivre une géodésique, exactement ce qui est dit par l'hamiltonien. Si toi, tu n'es pas capable de mesurer exactement toutes les frictions en jeu, toutes les forces, c'est ton affaire, ça s'appelle l'aléatoire épistémique de la physique classique. Mais donc, l'aléatoire n'est pas dans le monde, l'aléatoire est dans l'interface entre nous, par notre proposition théorique de la détermination classique, et la mesure, hein, qui est la seule forme d'accès qu'on ait au monde. Et ce qui se présente là est une imprédictibilité par rapport à la meilleure théorie qu'on ait de l'enjeu en question. Pas l'interface de la mesure. Donc l'aléatoire, c'est une imprédictibilité par rapport à la théorie. Au point que quand on passe à la physique quantique, j'y vais souligner, ça change totalement. Là, mais parlons plus précisément de la physique pour passer à l'aléatoire propre à la biologie, à la théorie biologique encore une fois. Hein, il n'y a rien d'intrinsèque dans tout cela, en mettant en évidence cette notion fondamentale pour moi qui est la question de la construction de l'espace de phase. Vous voyez, l'espace a été inventé tout d'abord par la Renaissance italienne, la perspective, la peinture, puis c'est passé dans les sciences, par Piero della Francesca tout d'abord, qui était un excellent matheux, et puis des cartes, des arcs. Et on a inventé l'espace pour écrire les équations.
Hein, ce sont ces a priori, les conditions de possibilité même pour faire la physique mathématique, nous explique Kant. Il a parfaitement raison. Et pour Newton, et les équations qu'il faut écrire, qu'il faut résoudre, se donnent dans un espace-temps prédonné. Et pour lui, c'était un absolu, mais enfin, c'était son affaire, c'est pas dans les équations, c'était sa mystique. Mais cet espace de phase, il faut se le donner a priori pour l'écriture même des équations. Et cet espace de phase est appelé tel, était généralisé au cours du 19e siècle, en particulier Hamilton, Gibbs, Poincaré, comprennent que la détermination dans les termes de l'espace cartésien et du temps ne suffit pas pour donner une description complète, hein, dans le sens des mathématiques, d'un phénomène physique. Il faut ajouter explicitement les paramètres et les observables pertinents. Tout d'abord, les premiers espaces de phase pertinents pour Hamilton, c'est la position et le moment, ou les temps et l'énergie. Et ça, ce sont les espaces les plus classiques. Puis, on en amènera d'autres, puisque l'enjeu crucial pour le théoricien physique, c'est d'inventer les bons espaces de phase. Il n'est pas donné. Hein, il faut, selon le processus qu'on regarde, selon l'échelle, il faudra avoir une invention de cet objet même, qui est le cœur de l'invention mathématique. C'est de là qu'il part les mathématiques. Et cet espace va être très abstrait, justement. Et la physique quantique peut se donner un espace de dimension infinie, ou d'écrire l'équation Schrödinger. Et équation dimension infinie, ce qui les rend parfaitement descriptibles du point de vue mathématique, puisqu'il y a suffisamment de symétrie pour qu'un nombre fini d'axiomes permette de les définir. Et là-dedans, il y aura les trajectoires en tant que spécifiques, les géodésiques, et les objets sont génériques. Un concept que je commence à mentionner, sur lequel je reviendrai. Vous voyez, la richesse de la physique, ça a été que, en simplement changeant d'échelle, on change d'espace de phase, on se donne une théorie propre, sans nécessairement rapport avec les autres. Hein. Ces quatre grandes théories ont des espaces de phase différents, ont des quatre théories qui sont même incompatibles entre elles. Le problème, évidemment, et la grande difficulté, c'est de rechercher l'unité. Il y en a trois, hein, il y en a trois seulement, de théories unifiées, Newton, Maxwell et Boltzmann. C'est-à-dire de unification des théories a priori différentes. Newton unifie les pommes qui tombent, les mouvements de planètes, Maxwell, l'électricité, optique et magnétisme. Et puis Boltzmann va unifier une théorie des particules avec la thermodynamique. Chaque fois, l'effort d'unité est énorme, et la recherche de l'unité est énorme. Vous savez, ça fait 100 ans qu'on n'arrive pas à unifier les champs quantiques et relativistes, mais ceci n'empêche une pensée physique de grande puissance à chaque échelle est très efficace. Seulement, les biologistes moléculaires disent qu'ils vont tout dire en termes de chimie. Quand on sait très bien, je me souviens une fois, quelqu'un avait dit ça, évidemment, la vie, ce n'est que de la chimie. Alors j'ai dit, mais non, écoutez, ce n'est que de la physique quantique, puisqu'après tout, la chimie, on comprend en termes de physique quantique. Il y avait une centaine de biologistes moléculaires. Personne ne savait que la chimie n'est pas comprise en termes de physique quantique. Il y a une chimie quantique remarquable qui nous explique, par exemple, les tableaux de Mendeleïev en termes de physique quantique, ce qui est remarquable, qui sait traiter les cas d'un change d'un électron avec l'expression Schrödinger. Mais il n'y a pas encore d'unité. Ils sont en train d'inventer une nouvelle théorie, la chimie quantique, qui permet de corréler ces deux théories très riches qui sont la chimie et la physique quantique. Donc il n'y a pas de réduction. La réduction n'existe pas en physique. Il y a toujours une recherche d'unité. Seulement en biologie, on dit qu'on va réduire à la physique, et on ne sait pas laquelle en plus. Puisque vous savez, dans une cellule, il y a beaucoup d'eau, hein, donc il faudrait de l'hydrodynamique. Mais on ne la comprend pas en termes de physique quantique, absolument pas. Hein. L'hydrodynamique, ça se fait dans un fluide, dans un continu. Hein. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, c'est époustouflant, se trouver face à cette distance de la physique, cette théorie linguistique du biologique qui est la biologie moléculaire dominante. Jacob a écrit un article explicite. Il dit c'est une théorie du langage, alphabétique en plus. Et ce sont des grands. Je n'ai mis pas un instant dans ce regard les rôles des mécanismes époustouflants que l'on doit, par exemple, à l'hostérie, l'opéranglactose, à Jacob, Monod, l'off changeuse. Ce sont des mécanismes incroyables, ou la structure de la double hélice de l'ADN. Le problème, c'est que la découverte de ces mécanismes fondamentaux, ces observations cruciales, ont été encadrées dans un cadre théorique totalement erroné.
Et c'est ça qui est époustouflant. C'est le détournement d'un travail expérimental incroyable, comme finesse, dans un cas théorique avec des conséquences graves. Et je pourrais donc longuement vous parler des conséquences graves de la vision qui a suivi la stéréospécificité exacte des dogmes centrales, qui ne nous ont pas fait voir les perturbateurs endocriniens, qui ont détourné la recherche sur le cancer, qui nous ont donné les OGM. Les OGM sont les enfants directs du dogme central de la biologie moléculaire. On conduit exactement la plante dans l'écosystème en maniant l'ADN, ce qui est totalement faux. Voilà. Mais la physique a son unité dans ces histoires des principes de construction des objets mathématiques, qui sont centrés sur la symétrie. Et c'est les théorèmes de Noether qui comprennent les lois de conservation comme symétrie, et qui permettent de voir dans ces cadres des lois de conservation l'unité de la physique. Puisque de Noether, on comprend Hamilton, d'Hamiltonien, on dérive les Newton, des Newton, on dérive les trajectoires de Kepler. C'est un chef-d'œuvre, c'est un monument. Hein. Mais on peut même déduire l'équation de Schrödinger. Et c'est pour ça le rôle de Hermann Weyl sur la symétrie, qui est justement à la frontière entre classique et quantique et relativiste, est une grande référence. Mais passons maintenant au biologique, dans la richesse de la plus belle théorie qu'on ait du biologique, qui est la théorie de l'évolution. Tout d'abord, en traitant de biologie, dans cette théorie qui est vraiment d'une solidité comparable à celle des théories physiques, quoique évidemment toujours à revoir. Hein. Nous prenons les observables pertinents, c'est-à-dire les organismes à partir de la cellule, les phénotypes, les espèces. Et je vous rappelle que je dis toujours, mais il faut jamais oublier que la théorie de Darwin se base sur deux principes, dont le premier occupe 4 des 6 premiers chapitres. La descendance avec modification, Darwin insiste beaucoup, et puis la sélection. Hein. Il se différencie de Buffon-Lamarck déjà dans le premier principe, quoi qu'il en fasse un grand éloge de deux, justement. Et attention, le premier principe est un principe de non-conservation, hein, de non-conservation. Ceci, il l'écrit en même temps que Hamilton, qui réinvente par l'analyse variationnelle la physique sur la base des principes de conservation de l'énergie et de l'impulsion. Darwin ne connaissait pas Hamilton, son contemporain en Angleterre, mais il prend toute autre direction, puisque le premier principe est un principe de non-conservation du phénotype. Donc, faisons un petit résumé. J'insiste à dire qu'avec toutes les différences, les trajectoires physiques sont des géodésiques, même l'équation de Schrödinger donne une géodésique, un parcours optimal, mais pas d'un quantum, d'une bonne probabilité, d'une amplitude de probabilité. Ça, c'est la grande originalité. Mais ça reste dans ce cadre où la spécification, les symétries mathématiques, les principes de conservation permettent de dériver des trajectoires spécifiques. Dans l'espace de phase, aussi abstrait qu'un espace d'hyper, donc il ne faut pas prendre la notion de trajectoire de façon naïve. Et puis, il y a la généricité de l'objet physique. On fait une expérience, et s'il est bien symétrisé sur une pierre, un électron, il est générique, ça vaut pour tous. Et c'est très difficile, évidemment, mais c'est ça l'audace des symétries. La propriété de généricité, c'est une invariance par rapport à la théorie et l'expérience, donc c'est une propriété de symétrie. C'est la même chose pour les objets mathématiques, puisque c'est tout à fait vrai qu'on répond en mathématiques à des questions d'existence en construisant un objet, un espace, une trajectoire. Mais chaque fois, la construction elle-même est une trajectoire. C'est-à-dire, existe-t-il un espace où il y ait ces propriétés? Là, on fait une construction, on montre l'existence de l'espace, on construit. Mais à ce point-là, quand on démontre des propriétés de cet espace, ou de cette catégorie, ou cet objet dans une catégorie, on le prend comme générique. C'est-à-dire, on démontre les propriétés pour tous les espaces et les objets qui ont certaines classes de propriétés. Donc, l'objet mathématique, même s'il construit à travers un parcours spécifique, une preuve qui donne une existence, après, il est considéré comme générique dans toute preuve, dans tout énoncé où cet objet, cet espace apparaît. Et ceci, pour chaque théorie en physique, dans un espace de phase prédonné. Ça peut changer quand on change de théorie, ou parfois, comme en physique statistique, ça peut changer de dimension, mais en sachant très bien quels sont les observables qui sont propres à la nouvelle dimension qu'on ajoute. En biologie, la situation est duale. Les trajectoires sont des possibles. Les
trajectoires évolutives sont des possibles qui se co-constituent avec l'espace des phases. L'objet est historique, l'objet biologique, la cellule, l'organisme, est historique et donc spécifique. Ce n'est pas un invariant de la théorie, et la difficulté immense de la mesure en biologie, c'est justement connaître pleinement la spécificité de l'objet. Puisqu'on veut faire des énoncés généraux. Alors, on fait des expériences sur les souris, et moi, dans mon travail en collaboration avec mes collègues à Boston, j'étais surpris, la rigueur des protocoles expérimentaux qui inclut une connaissance maximale, tout ce qu'on peut savoir sur l'histoire de la souris. Ils mettent des étiquettes, même sur les cellules, et ils savent, cette souris, ça descend d'un couple en Pologne de 1970. Ils font des expériences sur une cellule extraite d'un tissu cancéreux des années 80. Et l'étiquette, puisque la connaissance de la phylogenèse est essentielle pour donner le niveau maximal d'invariance des généralités de l'expérience que l'on connaît. Et c'est très difficile. Et donc, c'est un regard très différent sur... les bons protocoles sont là pour le faire. Peut-être qu'il n'y a pas assez de réflexion théorique sur cela. Et puis, cette histoire que, pour moi, au cours de l'évolution, peut-être aussi au cours de l'ontogenèse, ça c'est à comprendre. Et ce qui change, ce sont les observables mêmes, les paramètres pertinents. Donc, ces défis dans le rapport entre mathématiques et biologie se posent immédiatement, puisque depuis Euclide jusqu'à la théorie des catégories, les mathématiques est une science des invariants et des transformations qui les préservent. Au cœur de cela, dans les rapports heureux et co-constitutifs avec la physique, ce sont justement les propriétés de conservation, qui sont des propriétés d'invariance, des symétries, qui démarrent avec la plus grande des inventions de Galilée, le principe d'inertie. Ça, c'est le principe fondateur de la physique moderne, car c'est une propriété de conservation de l'impulsion, c'est une propriété de symétrie, c'est un état par défaut, disons, de la matière qui lui permet d'analyser la gravitation, les frictions, comme ceux qui changent le mouvement inertiel, qui est une conservation de l'impulsion. Et puis après, il y aura les principes de conservation de l'énergie. Puis il y a d'autres théories très différentes, les théories des informations, depuis Morse, si vous voulez, mais en fait, depuis Turing et Shannon, où il y a d'autres formes d'invariance qui sont scientifiques, qui les rendent scientifiques. C'est l'indépendance de la dimension, l'encodage discret, et l'indépendance du matériel et du codage. Ces théories se développent avec des propriétés, leurs propriétés d'invariance qui sont essentielles, et qui évidemment les rendent totalement hors lieu en biologie. Totalement hors lieu, pour une simple raison, que il y a une radicale matérialité du biologique. Tout dépend du matériel. Il n'y a que du biologique dans ce matériel que nous avons, l'ADN, l'ARN, ses membranes, et pas d'autres. Il n'y a pas d'indépendance du codage, car la structure elle-même matérielle de l'ADN, telle qu'elle, ne peut pas être traduite dans un équivalent codage de 0. Donc, ces invariants théoriques fondamentaux de ces théories sont totalement incompatibles avec le biologique. Le transfert, le plaquage de ces théories sur le vivant a été une catastrophe. Je peux dire tranquillement, je peux le motiver, je viens de finir un très long article, ça nous a donné plus de cancer, hein, c'est pas rigolo. Oui, puisque justement, il faut regarder les trajectoires comme avec de l'aléatoire intrinsèque, comme contribution à la diversité-stabilité, je résume, et comme je viens de le dire, il y a cette matérialité. La dimension est essentielle, comme du reste en physique. Analyser la propagation de la chaleur ou de n'importe quoi à 2, 3, une dimension, c'est très différent. Hein. Et dépendance de la dimension, dépendance de la structure matérielle, de la structure de l'espace, qui est essentielle au biologique, encore plus qu'au physique, puisqu'encore une fois, il y a cette dépendance du matériel qui est essentielle à la théorisation biologique. Je sais ça dire, l'information dans le discret est unidimensionnelle. Avec une dimension, on traite toutes les dimensions. C'est essentiel à l'élaboration de l'information avec des suites de 0,1, comme pour la transmission. Hein. Ceci est parfaitement essentiel en biologie. Et voilà, pour ça, avec mes collègues, on essaie de travailler un cadre théorique
desquels peut-être, petit à petit, les mathématiques pourront dériver. Et je vous rappelle quelques-uns des principes qui sont au cœur de nos approches. Tout d'abord, le transfert, en général aussi à l'organisme, du premier principe de Darwin, la reproduction avec variation, et il faut ajouter la mobilité. Et deuxième principe, qu'il faut regarder le biologique comme l'itération jamais identique d'un processus morphogénétique. C'est-à-dire il y a de l'itération, mais c'est toujours avec variation. Et puis, cette organisation avec variation a lieu dans une clôture par contrainte. Hein. Et ça, c'est un très bel article par Maël Monteville et Matteo Mosio. Et, vous voyez, c'est ça l'abîme entre aussi la meilleure des physiques pour la biologie. Il y a eu les choses les plus intéressantes, loin de l'équilibre, la formation d'attracteurs, ce sont des choses qui disent quelque chose sur le biologique. Mais vous voyez, un système loin de l'équilibre qui s'auto-organise est justement une auto-organisation des flots. Les flots donnent un ouragan, une flamme, une cellule de Bénard, ces structures physiques qui s'auto-organisent et qui sont le résultat de flots, un résultat nécessaire où toute trajectoire, toute surface est une géodésie. Le vivant n'est pas une auto-organisation de flots. Le vivant utilise le flot sous contrainte. Les contraintes auto-constituent. Ce n'est pas ce dont je vais discuter. Mais encore une fois, il y a une singularité du vivant qui se pose et qui est très différente de même les domaines de la physique loin de l'équilibre, certainement les plus proches, puisqu'il n'y a pas de doute. Un organisme est loin de l'équilibre, mais ce n'est qu'une composante de cas théoriques qu'il faut construire. Donc, ce sont vraiment les conditions de possibilité pour une pensée biologique qu'il faut changer. Je résume encore par un tableau. Donc, en physique, en principe, on a les symétries théoriques stables, où on analyse évidemment aussi les mesures de symétrie, les transitions critiques, tout à fait, dans un cadre théoriquement stable du point de vue des symétries. La spécificité des trajectoires, la géométrie des objets, l'espace de phase fixé pour chaque théorie. Les objets n'ont pas d'histoire. J'ai écrit un long article en faisant une comparaison. Évidemment, il y a une dépendance du parcours, ça existe, une dépendance du processus, mais ce n'est pas une histoire, dans le sens que tous ces processus, même loin de l'équilibre, ont un temps est fortement irréversible, un ouragan, une ficelle, une flamme, ont des temps propres et irréversibles, mais ils n'ont pas d'histoire. Ils sont identiques. Leur analyse théorique est identique depuis 4 milliards d'années. Un ouragan est parfaitement identique du point de vue théorique de ce qu'il y avait il y a 4 milliards d'années. De même une flamme, elles sont toujours les mêmes, ils n'ont pas l'histoire. Et ça, c'est une chose dont je ne vais pas trop parler, mais c'est un démarquage fondamental aussi. Et les principes de conservation est l'aléatoire qui est donné dans un espace de phase donné. Et par contre, en biologie, il y a les stabilités théoriques changent, en sens que l'objet pertinent change, les trajectoires sont génériques, les objets sont spécifiques, l'espace de phase change, il y a une historicité propre aux objets, et il y a des principes qui sont de non-conservation, et l'aléatoire est plus radical, c'est-à-dire ce n'est pas des possibles dans un espace prédonné, un lancement de dés, un phénomène quantique, sont dans le cadre d'une liste prédonnée de possibles. L'aléatoire biologique concerne la liste même des phénotypes, consiste l'espace des possibles qui est co-constitué au cours de la dynamique évolutive. Maintenant, je vais spécifier quelqu'un de ces points, pas tous, en me focalisant sur le temps. Et en soulignant la différence dans la vision du temps, du rôle des événements aléatoires, des ruptures de symétrie et de l'irréversibilité. Puisque, en général, en physique, le temps est un paramètre. En tout cas, il est un épiphénomène du mouvement. Utilisé comme un paramètre dans les équations. Et c'est pas ça le regard qu'il faut avoir sur le temps en biologie. Regardons un peu ces deux enjeux, le temps et l'aléatoire. En physique quantique, l'aléatoire apparaît au moment de la mesure, une mesure de symétrie lors de la mesure non commutative, qui est une mesure de symétrie, ou la projection du vecteur d'onde
de l'équation Schrödinger, c'est une brisure des symétries, la projection, et ça donne un phénomène irréversible et montre l'aléatoire. En physique quantique, les temps résultent irréversibles déjà dans les systèmes chaotiques, non linéaires. Il y a des bifurcations, des trajectoires homoclines, des situations où la moindre perturbation, fluctuation à l'intérieur du système donne des choix différents des trajectoires. Et ça, dans la physique classique, disons, un système chaotique depuis Poincaré, la géométrie des systèmes dynamiques. En thermodynamique aussi, on peut corréler l'irréversibilité du temps avec une brisure des symétries, puisque ça passe par des diffusions. Des diffusions sont toujours des random paths, sont des parcours aléatoires, donc des mesures de symétrie et de l'irréversibilité. Et la dispersion d'énergie, ça fait par des mesures de symétrie et de l'aléatoire qui entre, comme dans l'entropie, dans la production de l'entropie. Donc, dans la diversité des formes de l'aléatoire, qui sont incompatibles, je vous disais, les inégalités de Bell, des partages du point de vue des probabilités, des phénomènes quantiques, des phénomènes classiques. Hein. Il y a vraiment, les mathématiques disent que l'aléatoire est différent dans les deux cadres. Toutefois, il y a une grande unité. Ça, on a parcouru cette analyse dans le livre avec Maël et puis plus en détail dans un article. Ce qui se passe qu'en physique, il y a, parmi les grands éléments d'unité, comme les principes de conservation, il y a aussi à mettre en évidence l'effet que chaque fois qu'il y a un aléatoire événement aléatoire, il y a de l'irréversibilité du processus, du temps, au moins localement. Et il y a une mesure de symétrie. Je vous ai fait une liste auparavant un peu incomplète pour motiver ce qui unifie des cadres théoriques pas seulement différents, mais même incompatibles pour même d'autres éléments en physique. Et dans tout cela, il y a une autre unité. C'est cette spatialisation du temps qui est propre aux mathématiques de la physique. C'est-à-dire, comment on considère le temps? Comme une droite cantorienne. Il n'y a rien à faire depuis au moins Cantor, mais même avant, implicitement, chez Newton, le temps est sur une ligne spatiale. Puis évidemment, la thermodynamique ajoute une flèche, très bien. Et depuis Cantor, ça se traite comme un continu. Ce qui inquiète beaucoup Hermann Weyl, déjà en 1918, il dit c'est pas bon. C'est pas bon puisqu'il n'y a pas les points temporels. Et le temps présent est toujours un intervalle qui coexiste avec la mémoire du passé et la potentiel du futur. Et reprend Saint-Augustin en passant par Husserl. Et ça, c'est une perplexité par rapport à la structure du continu cantorienne. Mais pas tellement par rapport à la spatialisation du temps. Toutefois, il reconnaît, nous n'avons rien de mieux pour le moment, donc traitons le temps de cette façon spatiale. Ce que je vais faire moi aussi, mais conscient des limites. Mais, malgré cet encadrement purement spationnel, vous savez bien qu'il y a beaucoup d'audace. Le temps de la relativité, c'est un temps audacieux, où la spatialisation ajoute quelque chose de très important. Je vous rappelle la description espace-temps de Minkowski. Et donc, il y a une variété de traitements théoriques du temps. La relativité a certainement enrichi cela. Encore plus en physique quantique. Regardez l'audace de Feynman, qui considère la symétrie TCP, c'est-à-dire le fait que le produit du temps, de la charge et de la parité doit être constant, et puisque avec Sakharov, il théorise l'antimatière, la production d'antimatière et le rôle de l'antimatière, et dans ce cas, quand il y a production d'antimatière, la charge change de signe, même puisqu'il faut conserver cette symétrie avec laquelle on comprend énormément de choses en quantique, en physique quantique, Feynman dit, ça veut dire que localement, les temps s'inversent. Ça, je pense, c'est la très belle audace théorique, c'est ça. Moi, je veux préserver cette symétrie qui est cruciale. Bon, d'accord, que les temps s'inversent localement. Pour quelques nanosecondes, puis l'antimatière va cogner contre de la matière, va disparaître en produisant le double de rayonnement gamma de son énergie. Et la physique quantique, dans cela, vraiment introduit une nouvelle vision du temps, si on y réfléchit. Une très belle réflexion récente de Carlo Novelli, un livre pour le moment seulement en italien. La deuxième partie, je trouve,
est très audace. Ce sera certainement bientôt traduit en français et en anglais. C'est une petite merveille, ce bouquin. Et nous donne cette variété du regard sur le temps local en physique quantique. Enfin, l'enjeu du temps, c'est devenu en physique aussi quelque chose de très riche et complexe. En biologie, c'est une autre chose que je spatialise, puisque je n'ai pas mieux. Et je vais reprendre, en partant de quelques principes, une idée d'il y a quelques années. Mais puisque François Nicolas l'avait beaucoup aimé, alors j'ai décidé de reprendre. Il avait fait une remarque que je vais vous rappeler. Donc tout d'abord, vous avez compris ce rôle central qui ont l'énergie, les propriétés d'invariance en physique, son rapport donc très riche avec cette science des invariants, des transformations qui les préservent, qui sont les mathématiques. En plus, il y a des grandes constantes qui sont essentielles en physique, qui sont dimensionnelles. Donc, G, C, H, et la constante alpha est adimensionnelle en physique quantique, puisque c'est un rapport de la même dimension, de deux quantités de la même dimension. Comme je vous disais, le temps, même dans ces cadres audacieux dont je viens de parler, est toujours un paramètre, comme dans l'équation de Schrödinger, et c'est un épiphénomène du mouvement. Je dirais que même la vision récente de Carlo Rovelli ne change pas ce type de regard. En biologie, non. Je n'entre pas dans tout détail, mais ce qui compte vraiment, c'est le temps. C'est tout d'abord le temps, puisque l'organisation se fait dans le temps, et c'est la mise en place et le maintien d'une organisation et la constitution elle-même, la création de nouvelles organisations au cours de l'évolution. Mais moi, je m'arrête à l'intérieur de l'organisme. Je ne vais pas parler d'évolution, mais de développement, d'ontogenèse. Et pour faire cela, je vais proposer deux dimensions, des descriptions temporelles. Alessandro Sarti, en travaillant plutôt dans un regard de changement d'espace de phase, va proposer une autre dimension ultérieure, je pense, en tout cas, c'est notre débat. Mais même pour l'analyse du temps dans un organisme, il faut deux dimensions. Pourquoi? Puisque, je vais le motiver, mais juste une interrupt. Ça, c'est pour la biologie de l'organisme, l'ontogenèse. En phylogénèse, en théorie de l'évolution, en fait, nous avons proposé des choses de très différentes, c'est-à-dire voir le temps comme un opérateur. Une dualité par rapport à la physique, en particulier l'équation de Schrödinger, où l'énergie est un opérateur, le temps est un paramètre. Nous avons vu le temps en opérateur et conduit une analyse d'évolution où l'énergie est un paramètre. Du reste, les équations de balométrie considèrent la masse ou l'énergie, qui sont la même chose, est vraiment un paramètre. C'est un renversement qui était assez utile pour décrire mathématiquement des idées de Gould sur l'évolution. Mais je ne peux pas parler de ça, je reste sur l'organisme. Dans un organisme, il y a deux rythmes fondamentaux. Les rythmes externes, physiques, donc le jour, la nuit, l'année, ce sont les deux fréquences fondamentales, qui ont une dimension du temps ou de l'inverse d'un temps, une fréquence. Mais il y a aussi des rythmes internes, absolument fondamentaux, qui sont les battements cardiaques, les respirations, certains rythmes métaboliques, qui sont des nombres purs. Ça, c'est B et R respectivement, ce sont le cœur et les nombres de respiration au cours d'une vie d'un organisme. Ça concerne des très vastes clades, tous les mammifères, bien au-delà des mammifères, ont grosso modo ce nombre de battements cardiaques et des respirations. C'est pour ça qu'une souris qui vit 2 ans par rapport à un éléphant qui vit 100 ans, elle a 50 fois le rythme cardiaque d'un éléphant. Et ils arrivent à avoir 600, 700 battements cardiaques par minute. Un éléphant en a 15, 20. Et le nombre total de battements cardiaques dans un organisme, dans des vastes clades. Quand on sort sous des animaux très différents de nous, c'est plus vrai, et ça change. Mais c'est nombre pur, donc c'est un nombre pur, qui va avec les relations d'allométrie basées sur la masse, nous dire la longueur de la vie qui est en exponentielle en quart de la masse, grosso modo en moyenne par espèce. Donc il y a quelque chose de différent, et ces grandes constantes sont adimensionnelles. Alors j'aurais besoin de 2 dimensions, pourquoi? D'une part, il y a certainement le temps irréversible thermodynamique, il n'y a pas de doute.
Mais pour représenter ces rythmes, tout d'abord les rythmes internes, il me faut une deuxième dimension. Un cercle sur lequel je vais ajuster ces rythmes cardiaques et respiratoires. Donc, il y a une deuxième dimension que je vais compacifier. C'est-à-dire, ça donne un cylindre. Il y a le temps thermodynamique, et puis le cercle qui est en temps compacifié, où je vais encadrer les rythmes internes, les rythmes propres, respiration cardiaque. Mais il y a aussi les rythmes externes, je ne veux pas les oublier. Les rythmes externes, jour et nuit surtout, l'année. Ça me donne un encadrement théorique. Les mathématiques, c'est très peu, c'est presque rien, elles seront inventées. Mais ce qui compte, c'est l'encadrement théorique dans cette spatialisation du temps de l'organisme. Voilà, ça c'est le dessin qui représente tout ça. Tout d'abord, je vais continuer. Mais c'est quoi? Donc, les cylindres, c'est l'axe principal du cylindre, c'est le temps thermodynamique irréversible. Puis sur les cercles, il s'enroule les rythmes en bleu, les rythmes cardiaques, je sais pas, en rouge, les respirations. Mais puisqu'il y a les rythmes internes, ces mêmes cylindres, sans augmenter les dimensions, mais j'ai besoin de le plonger dans les 3 dimensions, évidemment, ce rythme est aussi scandé par les rythmes externes, par exemple jour et nuit. Donc, la grande flexion, par exemple, c'est jour et nuit. On peut choisir l'année selon l'animal qu'on regarde. Maintenant, donnons un exemple, et pour le faire, je vais prendre les rythmes cardiaques. Et pour le faire, on va faire une renormalisation, puisque sinon on n'arrive pas à voir une journée. Alors, ce que je vais faire, c'est de concentrer sur chaque cercle 200 battements cardiaques, pour avoir une vision globale, sinon on ne peut pas examiner la maladie. Hein. Et 200 battements cardiaques sur chaque cercle. Comment vais-je représenter que le cœur va plus vite? En augmentant le rayon du cercle. Et quand c'est plus grand, ça veut dire qu'on a fait plus dans le même temps, donc ça va plus vite. D'accord? Donc il y a 200 battements sur chaque tour, et si le cœur va plus vite, je le représente, spatialisant la représentation, en augmentant le rayon de la spirale. Hein? C'est une spirale qui procède comme ça. Donc ça, c'est une journée, un cœur normal, 2 journées, il y a 2 nuits. Pendant la nuit, vous voyez, le rythme cardiaque ralentit, donc, et c'est la partie où les cercles sont plus petits. Il y a 200 battements cardiaques, et chaque petit zazaza, c'est un battement sur le cercle, et il y a l'inflexion jour-nuit, qui est légère. Hein. Nous avons un logiciel qui prend les bases de données immenses qui ont les cardiologues c'est Maël qui l'a écrit, Maël Monteville, et qui, vous n'imaginez pas tout ce qu'il y a sur le web, sur les bases de données des cardiologues, des battements cardiaques, ça c'est une situation normale, hein, donc, de rythme. Bon, ça encore une fois, c'est une comparaison, ça c'est plutôt la journée, en haut, c'est la journée avec des irrégularités, mais vous voyez une situation grosso modo relativement uniforme. Et il y a une diversité d'échelle, il a quand même le type, il a des petits arythmies, hein, que vous voyez pendant le jour. Et puis en bas la nuit. La nuit, c'est ralentissement, la légère inflexion, c'est qui cumulé donne l'inflexion globale du rythme externe, physique, de jour-nuit. Voilà, ça ce sont 4 cas. Le premier, c'est un cas sain, où il y a cette irrégularité, et puis il y a la nuit qui arrive, vous voyez le ralentissement, la reprise. Les 3 autres cas sont des cas pathologiques, hein, qui se terminent avec la mort. Hein, les 3 autres cas. Et vous voyez, dans le premier, c'est intermittent pacing, et le deuxième cas, c'est fibrillation atriale, c'est-à-dire le premier, il a un régulateur cardiaque, ça se dit en français, c'est pacing, pacemaker, voilà. Et le troisième cas, c'est un autre type de pathologie, et c'est là que François a dit, le cas normal, c'est comme un orchestre symphonique, où il y a une variété, l'individualité des gens, mais globalement, ça vient très bien. Tandis que les autres, c'est comme une bande de l'armée, du pays, où il y a patapoum, 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 et tout d'un coup, des couacs terribles. Et ça me paraît pertinent.
Effectivement, vous voyez, il y a plein de couacs et pas la régularité harmonieuse d'un chœur qui, avec l'individualité des différents musiciens, quand même, donne la symphonie. Dans l'autre cas, une régularité excessive. Hein, une régularité excessive est pathologique. La régularité excessive est pathologique, et puis des couacs. D'accord. Bon, maintenant, je termine. J'ai fait de la géométrisation massive, mais c'est pas des maths, c'est un cas théorique. Mais évidemment, cette spatialisation a une limite fondamentale qui est propre à toute la spatialisation du temps. On traite mal l'aléatoire, c'est-à-dire l'aléatoire est une chose pertinente au temps, c'est l'imprédictibilité, comme je disais, par rapport à la théorie donnée, et qu'il faut traiter théoriquement. Et il y a on est très fourvoyé par la spatialisation, surtout dans l'analyse de l'incompressibilité. Trop de gens disent que l'incompressibilité algorithmique, c'est l'aléatoire, ce qui est totalement faux, et c'est l'aléatoire. C'est vrai, à point de vue asymptotique, à la limite infinie, mais pas dans le fini. C'est totalement faux, et il faut si on en discute, mais je laisse tomber. Bon, il y a l'autre temps que je disais sur le temps de la phylogénèse, qui est encore un autre type de temps qu'il faut analyser. Je le fais juste dans un transparent. C'est un long article que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Si on prend encore une fois comme observable pertinent les phénotypes, les événements rares, c'est-à-dire les awful monsters et l'écosystème qui les rend possibles, sont la façon par laquelle on construit une trajectoire phylogénétique. Ça veut dire quoi, rare? S'ils arrivent tout le temps, c'est le type qui est rare. Mais chaque fois, l'oiseau sans ailes, le kiwi en Nouvelle-Zélande, le poisson aveugle, ou la formation de l'oreille interne à partir de la double mâchoire de Niosostome il y a 250 millions d'années, chaque fois c'est un événement rare. L'infection par un rétrovirus il y a 5 millions d'années de certains mammifères qui donnera la placenta, c'est rare que ça passe en plus dans la lignée germinale. Mais tous ces événements rares sont ce qui scandent une trajectoire phylogénétique et donnent la phylogénèse. Dans cela, il faut faire une distinction entre le temps de processus et le temps de l'histoire. Je fais une esquisse en départageant des analyses du vivant seulement comme système de loi de l'équilibre. Et en plus, il y a un rôle de la mesure. Il faut la connaissance du passé pour dire quelque chose sur le présent en biologie. La connaissance du passé est une composante essentielle de la connaissance biologique. On comprend qu'est-ce que c'est l'aile dans une chauve-souris et comment elle est différente de l'aile dans l'oiseau en connaissant l'histoire phylogénétique. Voilà, et ça c'est un résumé de ces dualités, et je n'ai parlé qui est du temps plus dans l'ontogenèse, pas trop du reste. Et ces dualités génériques spécifiques, la criticité tendue, je n'ai rien dit. Cette histoire de la dualité énergie-paramètre, temps comme opérateur aussi, je n'ai rien dit, mais c'est un aspect de ce changement théorique. On cherche une cas de mathématiques, cette double irréversibilité du temps, dont j'ai parlé des deux dimensions, il faudra en ajouter une troisième peut-être pour l'évolution. Et puis la particularité de l'aléatoire biologique est plus radicale, c'est l'imprédictibilité de l'espace des possibles lui-même. Et il arrive que deux économistes ont beaucoup aimé cette histoire du changement de l'espace des phases, et ils ont presque forcé Stuart Kauffman et moi-même, qui avions inventé indépendamment cette notion il y a 10 ans, 15 ans, et ils ont vraiment été très gentils, puisque pas seulement ils voulaient nous citer, mais ils ont fait des articles, eux, d'économie. Ils nous ont entraînés, nous on a ajouté des spécifications qui venaient de nos différentes expériences biologiques. Et ce qui est drôle, que le deuxième a lui-même un prix en économie. Donc, toute la partie économique est très savante, et la leur, pas la nôtre. Et puisque, qu'est-ce qui se passe? Ça porte sur quoi en économie d'ailleurs? Enfin, c'est une critique radicale, plus de propositions, de l'approche équationnelle en économie. On ne peut pas se donner l'espace de phase, puisque les observables économiques, la gamme de diversity, comme ils disent, changent tout le temps. Et les équations présupposent un espace de phase prédonné. Donc, ils partent de cette critique et essaient de décrire comment a lieu le changement du réel en économie, qui doit être vu comme changement d'espace de phase. Et ils utilisent aussi notre notion d'enablement, de rendre possible, c'est-à-dire la niche qui rend possible la variation biologique. Pour eux, c'est de décrire cela du point de vue de la constitution du nouveau en économie, à
travers la notion d'enablement, ce qu'il avait fait un article avec Stuart Kaufman, moi-même et Maël Monteville. Je vous rappelle donc la phrase de Gelfand, où il dit « Parfois le modèle passionne les chercheurs au point d'oublier la biologie », pour dire la même chose. En plus, ces modèles, normalement, sont carrément complétés par la physique mathématique, ce qui a fait lui-même, qui ont fait tous, même Benetton et Gromov, ils n'ont rien inventé en interagissant avec la biologie, c'est un peu épatant. Ils ont, chaque fois qu'ils écrivaient une page en physique ou en mathématiques, Thom, Gromov, Gelfand ont inventé une nouvelle notion, concept mathématique. En biologie, non. Et la biologie était l'objet passif de plaquage de physico-mathématiques. Et Gelfand en est conscience. Et aussi que, je veux dire que le travail qui ont fait Maël en collaboration avec les biologistes, je crois vraiment que c'est une ouverture dans un sens différent. C'est-à-dire, ils sont partis du principe de variation, de production avec variation de cellules dans un organisme pour faire une modélisation des glandes mammaires très originale, où les contraintes physiques ne sont pas ce qui détermine la forme de l'organe, comme est fait dans la morphogénèse à la Turing ou à l'atome, mais sont des contraintes qui se posent à principe premier, reproduction avec variation. Ce qui donne, par exemple, justifie des structures très drôles, dans ce cas des glandes mammaires, c'est-à-dire il y a des boucles, ce qui est censé, il y a des fragments de tuyaux qui sont indépendants, et qui tout à coup sont fonctionnels. Lors de la lactation, ces fragments éparpillés sont utilisés, interviennent, où les boucles ont un rôle de remplacement des flots qui peut être utile quand les glandes mammaires sont utilisées. Et puis Gromov aussi remarque qu'il faut inventer un nouveau monde de mathématiques. Il est dit dans un langage platonicien que je ne partage pas, et je crois que le travail d'Alessandro est une ouverture justement dans ce sens de l'invention mathématique. Et voilà, ça c'est quelques références, notre livre. Ok. Merci Giuseppe, vraiment un grand merci pour cet exposé extrêmement riche et en plus qui respecte parfaitement les temps, contrairement à l'organisation Mamoufi. Donc, on a... non, mais j'en fais partie, donc c'est aussi une autocritique. Du coup, j'aurais plein de choses à dire, mais voilà, on va aussi reprendre ensuite l'après-midi plein de questions. Je laisse d'abord la parole à la salle. On a 10-15 minutes pour une petite discussion. Ah, d'accord. On peut discuter après. Sauf si vous voulez enchaîner absolument. Mais normalement, on fait une petite confrontation, quitte à pouvoir revenir là-dessus jusqu'à la fin de la journée, en fait. Okay. Ouais. Moi, d'abord, merci énormément pour cet exposé qui est vraiment formidable. En plus, qui, pour Mamoufi, est vraiment intéressant parce qu'il élargit. Bon. Je ne suis pas en état de m'approprier tout ce que tu as dit, mais il y a une problématique qui traverse, qui m'a frappé, qui est celle de la dualité. Bon. Que tu as l'air de faire assez systématiquement entre physique et biologie. Enfin, bon. Alors, la dualité, c'est quand même, alors c'est ça que je voulais te demander, c'est quand même une structure en partie symétrique quand même. Donc, il y a quand même une espèce de contradiction entre deux de tes propos, si je les prends à grande échelle, entre quelque chose qui nous dit la spécificité du vivant, du biologique, etc., rupture de symétrie, être à hauteur de ça, et puis en même temps une structure globale au niveau des théories qui privilégierait en tous les cas cette forme de symétrie qui est la dualité. Donc, alors, je n'arrive pas à faire le rapport entre les deux, voilà, où il y a un choc entre les deux. Est-ce que tu peux nous en dire un mot Et le point, c'est que ceci se situe à un niveau métathéorique, et plutôt suggestif pour le travail théorique, prêt à tout instant à l'abandonner. C'est-à-dire, on se trouve face à cette montagne du physico-mathématique, qu'on ne va pas jeter par la fenêtre, surtout comme méthode, mais la chose fondamentale qui est la biologie est une science historique.
ce qui n'est pas la physique. Encore une fois, certains physiciens te disent il y a une histoire, il y a la path dependence. Ça, je l'ai analysé de près. Chaque fois, l'effort du physicien, c'est de passer l'histoire, de donner une décision suffisamment riche et rendre le système state determined system. Et donc, vraiment, là, la biologie se trouve entre la montagne du physico-mathématique, la montagne du conceptuel des sciences historiques, y compris humaines, mais c'est une science de la nature, puisqu'il y a la notion d'expérience, d'observation, qui est une science de la nature. Et donc, là, on se débrouille dans le sens que on ne peut pas négliger la richesse du physico-mathématique. Donc, les dualités conceptuelles au niveau métathéorique peuvent être une façon de guider. L'effet de dire, par exemple, la dualité est pour moi plus importante qu'on a développée dans cet article, avec lui dans le livre, la dualité énergie-opérateur, temps comme paramètre. Et ben, on doit certainement à la physique, le fait de pouvoir penser une chose pareille. Hein, ça, il n'y a pas de doute, mais ça nous encadre de façon très différente. Comme je vous disais, il y a des équations qui montrent clairement et qui marchent assez bien, les équations d'allométrie, que l'énergie est un paramètre. Et puis nous, on a décrit le temps comme un opérateur, et on fait une description de la complexification du vivant proposée par Gould, cette analyse, en utilisant l'outil technique. Donc c'est une source d'inspiration pour faire quelque chose de très différent. Mais je ne crois pas qu'il faut se fixer sur ça. On reçoit les suggestions de cette richesse, mais encore une fois, c'est des partages, comme l'idée de géométriser le temps, qui a toujours fait la physique d'une façon assez acritique. Et disons la vérité. Ben voilà, je l'ai utilisé, puisque sinon comment pouvais-je demander de donner l'image? Mais ça va pas. Ça suffit pas. C'est pas que ça va pas. Pour une application spécifique, voir les rythmes cardiaques, j'ai eu des amis cardiologues qui étaient enthousiastes, on va prendre ton logiciel, le logiciel de Maël, pour ça soit mieux. Donc, mais c'est pas bon, hein, cette histoire de spatialiser des temps, puisque ça fait totalement mécomprendre l'aléatoire. Donc, pendant que je fais ça, j'en connais les limites. Et encore une fois, c'est métathéorique. Du point de vue des théories, on casse les symétries théoriques. Oui, non, je comprends bien, c'était pas une critique. Hein, deuxième question, si tu veux, quelle est... là, tu nous présentes une géométrisation qui est assez élémentaire, enfin, quasiment euclidienne. C'est de la théorie, c'est pas... Non, mais je sais pas... Ma question c'est, à ton avis, quel type de mathématiques serait ajusté, alors en le prenant dans la géométrie, enfin si tu veux, dans une vision contemporaine de la géométrie, qui serait ajusté pour ces propos théoriques sur la biologie, si tu veux. Qu'est-ce qui dans les mathématiques contemporaines, enfin en géométrie algébrique ou non, je ne sais pas, serait plus approprié pour géométriser ça d'une autre modalité que la première que tu nous présentes, qui est assez basique, enfin. Ouais. Quelle intuition tu as là-dessus Et sur les temps, justement, je suis en train d'y travailler là, et puisqu'il faut sortir de la géométrisation, donc même sortir. Tu penses qu'il faut sortir? Ouais, il faut sortir de la géométrie. Il faut vraiment penser les temps de façon non géométrique. Donc, ça garde son petit intérêt théorique d'analyser les rythmes, on les voit, j'insiste, mais la question, c'est l'aléatoire. L'aléatoire est une propriété temporelle propre. Dès qu'on spatialise, typiquement, je disais l'histoire de la incompressibilité, qui est une façon typique de spatialiser l'aléatoire, est totalement déroutante. Hein. C'est totalement faux que l'incompressibilité, qui est une propriété spatiale, c'est de l'aléatoire. Et ça, je peux l'élaborer, mais tandis que c'est vrai du point de vue asymptotique. Et donc là, il faut... Quelle mathématique ça dépendra aussi du cadre général. Je crois que certainement la piste de théorie de catégorie est une bonne piste. Les travaux d'André Ehresmann, c'est une belle piste. Je pense qu'il faut y ajouter plus d'explicitation des cadres théoriques biologiques. Hein. Mais sinon, c'est une belle piste à suivre. Celle que Alessandro est en train de développer est une autre pour moi. Et donc, certainement, il faut sortir des cadres traditionnels, ensemblistes, pensez-vous, dans ça. Vraiment, c'est l'opposé. Il y a derrière des absolus qui ne marchent absolument pas. Mais je crois essentiellement qu'il faut inventer les maths. Hein.
partie, André l'a faite dans un catégorie, et Alessandro est en train de faire avec une toute autre expérience et esprit. Quand les deux se développent, ils pourront se rencontrer. Mais personnellement, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail théorique, encore une fois, à ces principes. Il y a un cadre tellement catastrophique en théorie des organismes. Nous avons une très belle théorie de l'évolution, mais on n'a pas une théorie des organismes. C'est ça un peu l'enjeu. Et pour mes collègues qui travaillent dans le cancer, voient le cancer comme un problème du rapport tissu-organisme-écosystème est absolument crucial pour comprendre un peu mieux. Et je crois que le principe qui ont tout d'abord eux travaillé, qui est une corrélation à l'évolution, c'est quoi le principe fondamental? Qui contredit totalement ce qui domine, et qui est l'état par défaut darwinien, reproduction avec variation, en plus motilité, est propre aussi aux cellules dans l'organisme. C'est ça le changement radical. Dans la théorie dominante, l'état par défaut des cellules dans un organisme est creation, l'essence. Ce qui ne comprend pas. Et pourquoi tout à coup les cellules. Et ça rend les choses tout à fait différentes, puisque qu'est-ce qui se passe? Que pour c'est reproduire la cellule a besoin d'un signal. On entend tout le temps des hormones ou d'autres composantes de la signalisation de l'organisme qui relancent le programme de la reproduction. Incroyable. Et comme si c'était pas, au contraire, l'état par défaut darwinien. Darwin le dit même fois, il insiste partout. Si un organisme n'était pas contraint par l'écosystème, etc., il occuperait la Terre très rapidement. Vraiment. Et c'est ça aussi dans l'organisme. Dans un organisme, de façon différentielle, les cellules sont soumises à des contraintes de tout genre. Le système hormonal, tout d'abord. La structure tissulaire, le contact cellule-cellule, la matrice tissulaire, la situation dans le cœur est en sécurité. Les cellules du cœur ne se reproduisent pas. Donc, c'est peut-être en sécurité qu'ils n'arrivent pas à faire les splinters pour départager les chromosomes. Mais si on prend une cellule du cœur, on le met in vitro, il se reproduit immédiatement. Et dans le cœur, elles ne se reproduisent pas? Non. Elles ne se reproduisent pas. On garde les mêmes cellules toute la vie, avec quelques-unes exceptionnellement, mais elles ne se reproduisent pas. Et il n'y a pas de cancer du cœur. C'est rarissime, le cancer du cœur. Même le cerveau, il n'y a pas de cerveau. Les cancers du cerveau, il y a les gliomes, c'est la matière blanche, les glia, qui a un cancer. Les neurones se reproduisent très très peu. Mais si on prend un neurone, on le met en culture, il se reproduit. Il est sorti des contraintes qui l'immobilisent. Encore deux questions. Oui, bonjour, Philippe Lacour. J'enseigne la philosophie des sciences à l'Université de Bravia et je m'intéresse au Collège international de philosophie sur la connaissance du singulier, plus pour situer. J'ai beaucoup aimé votre exposé et j'ai trouvé un ton très bergsonien, la création continuelle d'imprévisibles nouveautés. Ce serait peut-être l'ancien nom de ce que vous appelez l'aléatoire absolu. J'aimerais savoir si c'est une source d'inspiration. Et deuxième chose, qu'est-ce que vous appelez la dimension historique des objets? Alors, est-ce que vous pourriez répondre sur un cas un petit peu concret pour cadrer la discussion? Moi, il me semble que quand même la science physique pense certains événements temporels, sans parler du Big Bang qui est un peu inscrutable, par exemple des systèmes complexes, climatiques, ou bien une éruption volcanique. Est-ce que vous pensez que dans ce cas-là, la science physique ne se donne pas quelque chose quand même qui ressemble à de l'aléatoire absolu, au sens où il y a quelque chose qui se crée, qui n'était pas prévisible de façon qu'une pensée formelle ne peut pas complètement capturer. Personne, oui, tout à fait. J'en suis conscient. Je ne cite pas, mais disons, il appartient à cette filière d'une pensée auquel certainement je dois. Un collègue bersonien a eu même l'honneur de dédier un article en disant, définissant mathématicien de l'évolution créatrice. Donc, c'est ça. Sans doute, ça fait partie de ces penseurs, avec Merleau-Ponty, par exemple, aussi un autre qui m'a ouvert l'esprit dans la lecture. Ça, c'était le premier point. Ne dites pas aléatoire absolu.
je pense qu'il faut éviter les mots absolus dans tout contexte. C'est un aléatoire qui fait référence à la constitution même de l'espace des possibles, que j'appelle l'espace de phase, pour garder une terminologie de la physique, mais on pourra changer cette terminologie. C'est la co-constitution même de cet espace dans la dynamique phylogénétique qui est constitutive de la nouveauté. Donc, mais pas absolu, non, c'est simplement, c'est plus radical, certainement, que l'aléatoire de la physique qui a lieu dans un espace prédonné. Ça oui, dans tous les cas de la physique. Quant à la physique, les temps de l'histoire, voilà, il y a un long article où je traite aussi les cas que vous mentionnez. Et si vous voulez, ça peut se télécharger de ma page web. Et effectivement, l'astrophysique a à voir avec un temps historique, c'est le temps de Big Bang. Petit couac, c'est incompatible avec la relativité. Donc c'est vrai, dès qu'il y a un temps historique, et ça c'est le temps historique de la physique, le temps du Big Bang, et ils sont dans la pagaille. Et alors, c'est quoi la solution? Les relativistes qui s'opposent au Big Bang sont contraires, carrément. Il y en a, j'ai entendu une confrontation entre deux, je trouve que les arguments, ceux qui sont contraires, justifient autrement les bruits de fond, etc. Me paraissait, bon, d'accord, donc je sais rien, ils sont dans la pagaille la plus totale, où ils te disent, tout se joue dans les premiers 7 nanosecondes. On peut dire n'importe quoi sur les premiers 7 nanosecondes. Ouais, c'est vrai. Et effectivement, là, il y a un temps historique, et ils sont dans la pagaille la plus totale. Et puisque justement, les constantes universelles, les lois de conservation, tout se joue. Hein. Le fait qu'il y ait des disciplines physiques où il y a un temps irréversible, comme je disais tout à l'heure, loin de l'équilibre, c'est vrai, c'est un temps de processus. Hein, comme je disais tout à l'heure, les ouragans, les éruptions volcaniques, les flammes, etc., sont identiques depuis 4 milliards d'années. Ils ont un temps du processus, mais la théorie qui les analyse, peut les analyser, sont du même type théorique, hein, depuis toujours. Tandis qu'en 4 milliards d'années, la vie a quelque peu changé. Elle a eu un temps historique, justement. Tous ces processus ont localement un temps processuel irréversible, avec des caractéristiques. Nouveauté. L'espace des possibles dans chacun de ces cas est donné. Et surtout, il y a nécessité. C'est-à-dire, un ouragan, une flamme, un cycle de Bénard, ces belles choses, loin de l'équilibre, des auto-organisations, sont nécessaires, dans le sens que, pour certaines valeurs des paramètres pertinents, on aura un ouragan, une flamme, un cycle de Bénard. Puis, il y a l'imprédictibilité physique, l'intervalle de la mesure est assez grand, donc d'abord on ne sait pas quelle symétrie auront l'ouragan, certainement là c'est imprédictible dans la liste des possibles. Mais ils sont nécessaires. Hein. La théorie te dit que pour certaines valeurs, des paramètres pertinents, on aura un cristal, on aura un ouragan. Hein. La plupart des phénotypes en biologie ne sont pas nécessaires. Ça fait une différence radicale. Et comme je disais tout à l'heure, toutes les formes, y compris l'évolution du volcan, qui est un cas particulier, et toutes ces formes, l'ouragan, etc., les lignes, les surfaces qui apparaissent sont des géodésiques. La théorie physique examine ces géodésiques. Il peut y avoir des difficultés, évidemment, la mesure et tout ça, mais du point de vue théorique, ce sont des structures optimales par rapport à un espace prédonné. Un ouragan, une flamme, les surfaces sont optimales. Justement, on dit beaucoup, avec toute l'imprédictibilité propre des systèmes fortement non linéaires, pensez-vous. Mais aucun phénotype est optimal. Aucun. Si un animal avait un phénotype, le poumon, optimaux par rapport donc à un espace prédonné, puisque pour définir optimalité, il faut un ordre partiel avec maxima dans un espace prédonné, il est mort, hein, puisqu'il n'est plus adaptif. Hein. Donc, la diversité propre dans un organisme, dans une espèce ou même dans une population, si on a un poumon avec une fractalité exacte, 2.6, grosso modo c'est ça la dimension fractale d'un poumon, si elle était exacte comme un cristal, on est mort, hein, puisque c'est la diversité qui permet l'adaptivité. La main, le pouce ne s'oppose pas de façon optimale. Ça va pour accrocher une branche, grosso modo ça va. Mais on peut aplatir la farine, on peut caresser quelqu'un. Et sur ça, François Jacob a une très belle remarque. Il dit l'évolution procède comme quelqu'un qui fait d'un châssis d'une vieille chaise
la boîte d'une radio. Et tout à fait, c'est ça. Et j'ajoute, une boîte de radio faite avec le châssis d'une chaise n'est pas optimale. Toutefois, on peut s'asseoir sous la radio pour l'écouter. Tous les vivants, elle fait comme ça. Tous les vivants, elle fait comme ça. Et c'est donc c'est. Puis on peut écouter la chaise. Non, donc c'est rien à voir avec les jeux des Higgs qui justement donnent la force de la physique. Dernière question, dernier échange. Dans votre itinéraire de conception, pour de nouveaux modèles, pour de nouvelles compréhensions des choses, vous avez pris comme source d'inspiration la nature finalement, et donc c'est une approche qui ressemble un peu à de la biomimétique. Dans ce chemin d'apprentissage, est-ce que il y a eu des réflexions pour savoir, pour comprendre votre itinéraire du point de vue de la théorie de la connaissance? Pourquoi je pose cette question? Parce qu'en fait, dans l'apprentissage et la connaissance, il y a un regard sur l'incertitude, et donc sur la manière de voir la probabilité et de comprendre les phénomènes. Et finalement, quand on regarde la partie gauche, puisque vous aviez ces deux colonnes, la partie gauche qui est linéaire de l'autre côté le vivant, les chemins d'apprentissage d'un côté et de l'autre ne conduisent pas à des compréhensions et à des théories complètement analogues, mais d'un point de vue de la théorie de la connaissance, et donc tout ce qui va avec la mémoire, la mémorisation, etc., on peut finalement s'interroger en se disant, finalement, notre cerveau qui produit dans un cas comme dans l'autre ces deux choses, pourquoi est-il absent de la modélisation dont on parle? Parce que je ne sais pas si j'ai été clair, mais... Non, je reviens. Dans les deux approches, colonne de gauche comme colonne de droite, d'un côté, il y a une approche qui, on va dire, qui est indépendante du vivant, et de l'autre côté, elle est liée au vivant. Toutes les deux supposent un chemin dans la connaissance, un chemin dans l'apprentissage, sur la manière dont on mémorise les choses, sur l'histoire des phénomènes que l'on voit et des objets dont on parle. Dans les deux cas, il y a un lien entre les deux qui est finalement comment on les comprend du point de vue de la théorie de la connaissance. Et je me demandais si une réflexion avait été faite sur cet angle de vue. Certainement, il y a des hypothèses de théorie de connaissance qui, pour moi, sont celles qui viennent d'une épistémologie des mathématiques. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est ce que, depuis 20 ans presque, m'a amené à nourrir un regard sur ces jeux de disciplines physiques et biologie, c'est le fait que même quand je faisais des fondements des mathématiques, du point de vue technique, à l'intérieur de la logique mathématique, en corrélation avec l'informatique, la question pour moi, c'était la construction des connaissances par la construction de l'objet de la structure mathématique, c'est que j'ai appelé les principes de construction, et de l'autre part, les principes de preuve. Et la remarque qui a beaucoup plu à Francis Veil quand on écrit notre livre, c'était pour moi, et les principes de construction sont ceux-ci, les principes de preuve sont la preuve formelle, et lui, il a dit tout de suite, les principes de construction sont les mêmes qu'en physique. Et les principes de preuve, non, disons, il est légitime de dire que la preuve en physique, c'est plutôt les preuves expérimentales. Donc, il y a la physique et la mathématique partagent les mêmes principes de construction, mais pas les principes de preuve. Ça, notre livre démarre par son questionnement sur ma proposition. Et après ça, on dit, aïe, mais on a un problème en biologie. Lui s'est intéressé depuis longtemps. Et justement, on s'est dit, le rôle des symétries, des invariants, des transformations qui les préservent, qui est formidable dans les dialogues physiques, mathématiques, n'est pas le même en biologie. Donc, la théorie de la connaissance, la construction de connaissance doit se poser autrement. Toutefois, c'est clair que tous les deux, nous avons un biais, c'est-à-dire, c'est les limites d'une approche de deux scientifiques, l'un avec une expérience mathématique, l'autre physique. Puis ça va s'enrichir avec les dialogues que j'ai eu avec les biologistes. Mais disons, c'est une théorie de la connaissance qui est derrière, qui est propre à un regard de type scientifique, physico-mathématique. Je suis conscient de ce biais. Que même quand je dis, en biologie, il faut tout changer, mais moi, je porte avec moi
cette trace puissante d'un travail sur les invariants, les transformations, la mathématique. Donc, c'est pour ça, même quand je me rapporte avec dualité, ben, je prends une source d'inspiration. Et ça peut être une limite, ben, c'est ce que je peux apporter. On peut certainement dire des choses très différentes. Par exemple, avec une philosophie de la connaissance différente. On va essayer un plus aujourd'hui, dans la discussion qu'on animera avec Mathias, de revenir un peu là-dessus, à savoir quels sont les gestes théoriques qui sont appropriés à toute la partie gauche. Donc les côtés aléatoires, singuliers, rares du système des symétries qui organise les principes de construction par lesquels Joseph a un peu fait son schéma des savoirs entre physique, mathématiques et biologie. Bon,